d'accord aujourd'hui autour d'Éric Revel, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Merci de nous faire le plaisir de rester. C'est pour moi, Valérie. Merci beaucoup de Du m'accueillir. lundi au jeudi, 7h25 dans le Grand Matin Sud Radio. Thomas Elexhauser, secrétaire général Les Centristes, porte-parole de Nouvelle Énergie, conseiller départemental de l'Eure. Rémi Branco, vice-président du département du Lot, absolument. Oui, Rémi, vous avez changé de place, donc je suis très perturbée. Porte-parole du PS, également du Lot, et vous avez publié Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube. Et Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Vous avez publié Bye Bye Démocratie chez La Fond Presse. Là, aujourd'hui, c'est quoi celui que vous voulez mettre en avant? L'Europe des réalités. Ah bah ça. sortir de l'utopie de l'euro-béatitude. Bah, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ouais, ça va venir. On va parler un petit peu de la canicule. La clim est-elle de droite? Alors, je vous conseille Libération ce matin qui nous parle de cette climatisation fasciste. Hein. Le dossier est tout à fait étonnant. La canicule pousse au clim et un autre article, les climatiseurs climaticides. On pourra en parler. Ça devient un sujet politique. Bétaram. Le rapport a été en partie révélé, dévoilé ce matin, et François Bayrou est mis en cause dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire. Le dialogue entre Macron et Poutine, bref, beaucoup de sujets. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Rémi, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule? Oui, Valérie, à ce micro, on parle souvent des déserts médicaux qui progressent par manque de médecins. Mais ce sont aujourd'hui les pharmacies qui sont menacées. Ça fait une semaine que je suis alerté par des pharmaciens du Lot qui m'indiquent qu'une mesure a été prise un peu en catimini, sans concertation avec la profession, il y a une semaine, qui vise à abaisser le plafond des remises sur les médicaments génériques auxquels ont droit les pharmaciens de 40 à 20-25%. Alors, il faut savoir que pour les pharmacies, notamment rurales, le gros du chiffre d'affaires, il n'est pas fait du côté de la parapharmacie, il est fait sur ces génériques. Donc là, on a un manque à gagner énorme qui signerait concrètement la liquidation de centaines de pharmacies en France et à tout le moins des licenciements de nombreux collaborateurs. Et dans nos ruralités, les pharmacies, c'est un pilier essentiel du système de santé. Si on ne les a plus après les médecins, là ça met gravement en danger nos habitants. Donc je voulais dire à travers ce message toute ma solidarité avec les pharmaciens de mon canton de Puy-l'Évêque, du Lot, face à cette menace, parce qu'il y a des économies en jeu, vous le savez très bien en ce moment, et honnêtement faire de l'économie sur le dos à la fois de la santé des gens et de l'activité économique des territoires, parce que les pharmaciens et les pharmacies sont des piliers de l'activité dans nos communes, eh bien, c'est juste indigne. Voilà, donc je voulais pousser ce coup de gueule aujourd'hui parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a eu manif, il y a eu une grève des professionnels de pharmacie, on en parle très peu, donc je voulais en parler. Merci de me donner l'occasion de le faire. Pas de la mesure, mais qu'il y avait un problème avec les pharmacies, oui. Sur les déserts médicaux, je voulais vous dire un truc aussi, Valérie, parce qu'on n'en parle pas suffisamment assez, c'est les initiatives privées. Moi, je suis parrain d'une fondation qui s'appelle Action Philippe et qui crée des emplois pour les personnes handicapées. J'étais dans le Doubs pour l'Assemblée Générale de cette association. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez des initiatives privées. Le président, c'est Bernard Strait du groupe Delfingen. Il a décidé de créer un centre donc pour trouver des emplois à ces personnes fragiles. Et en même temps, il a ouvert des cabinets libéraux de médecins qui soignent les personnes qui viennent travailler sur place. Mais il l'a ouvert à l'ensemble de la population. Vous voyez, parfois, il y a des initiatives privées qui remédient aux déserts médicaux que l'État est incapable de pourvoir. Mais ce que nous racontait aussi Yves Damécourt un jour, ils ont dans sa ville monté une maison médicale en proposant des logements, enfin en aménageant et en faisant eux-mêmes ce que l'État aurait dû faire. Jacques Miard, vous aviez entendu parler de ces problèmes de pharmacie? Avec les pharmacies, oui. Je vais vous citer même un exemple parce qu'il n'y a pas que dans les milieux ruraux. Nous avions à Maisons-Laffitte 8 pharmacies. Il y en a qui sont disparues, il en restait 4. J'ai eu une demande pour en créer une 5e et qui correspondait au niveau de la population. C'est-à-dire le ratio pharmacie-population était parfaitement respecté avec cette 5e pharmacie. J'ai eu un mal de chien à pousser la création de cette pharmacie. L'ARS y mettait véritablement des freins. Donc on voit très bien aujourd'hui qu'il y a de la part de la volonté de l'État de freiner le nombre des pharmacies pour des raisons d'économie. C'est aussi simple que ça. Mais ça touche également, je dirais, le milieu urbain, pas simplement le milieu
rurales. Ouais. Et puis on peut parler, on en parlait tout à l'heure de la pénurie des médicaments aussi. Vous avez un anti-cholestérol qui est en pénurie en France uniquement. Je parlais avec un neurologue qui est effondré par la situation et ça concerne principalement la France. Donc beaucoup de questions évidemment autour de ça. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tour avec vous pour commenter l'actualité. On va parler de Betaram, on va parler de Boualem Sansal, on va parler de la clim. La climatisation est-elle de droite? Et tout cela avec Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte. Bye bye démocratie, c'est votre dernier livre, mais vous en avez beaucoup d'autres. Absolument. Construire l'Europe des réalités. Construire l'Europe des réalités, vaste programme. Absolument. Éric Revel, journaliste éditorialiste à Sud Radio, c'est du lundi au jeudi à 7h25 dans le Grand Matin. Thomas Elexhauser, secrétaire général des centristes et porte-parole de Nouvelle Énergie. Vous êtes également conseiller départemental de l'Eure. Et Rémi Branco, vice-président du département du Lot. Et vous êtes également porte-parole de ce département. Et votre dernier livre, Loin des villes, loin du cœur, aux éditions de l'Aube. Donc beaucoup de sujets d'actualité également. Jordan Bardella qui déjeune avec Nicolas Sarkozy. Les LR, ils sont pas très contents. J'en ai croisé quelques-uns hier. Ils comprennent pas bien cette rencontre. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors peut-être Thomas, oui, c'est toujours l'actualité et on peut en parler, il faut en parler tous les jours. Oui, je vous parlerai de Boualem Sansal et David Lisnard, maire de Cannes, qui est un des élus les plus engagés pour la libération de ce grand auteur, a lancé une opération qui s'appelle Je lis Sansal. Et il vient de sortir une nouvelle tribune indiquant qui s'appelle Le combat de la liberté, l'honneur de la France. Il s'agit d'un artiste français, otage, de 75 ans, atteint d'un cancer, pour lequel ses avocats français sont interdits de sol en Algérie. Au moment où un autre journaliste français, Christophe Glaise, est aussi reconnu coupable d'apologie du terrorisme par les autorités algériennes. Et moi, je lance à nouveau un appel. Je m'interroge à savoir où sont les banderoles des jeunes dans les facs, où sont les mouvements citoyens, où est l'indignation sur cet artiste français qui est retenu otage d'un gouvernement contre la France, contre les intérêts de la France, pour des sujets qui n'ont rien à voir avec son talent ou sa situation personnelle. Et donc je voudrais reprendre l'opération qu'a lancée David Lisnard, Je lis Sansal, et lancer un appel à ce que nous soyons nombreux, de plus en plus nombreux, à nous lever contre l'incarcération forcée de cet artiste. David Lisnard lance un appel, comme beaucoup d'autres, à ce qu'une grâce présidentielle algérienne puisse être réalisée le 5 juillet pour libérer Boualem Sansal. Je pense qu'il y a la France a des moyens de pression. On peut geler les avoirs algériens, on peut empêcher certains soins médicaux qui sont accordés aux populations algériennes en France. Au moment où le député d'Ologu salit notre honneur en étant sur place, j'appelle à ce qu'une indignation se lève et j'en profite vraiment pour que tous les auditeurs puissent faire de l'opération Je lis Sansal et puissent éventuellement acheter un livre comme signe de soutien à l'artiste emprisonné. Ouais. Oui, commentaire, Jacques Miard sur. J'ai été l'un des premiers. J'ai été l'un des premiers à signer l'appel avec le mouvement de Lisnard et de Benedetti. Et je pense qu'effectivement, alors il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il y ait, je dirais, quelques pourparlers d'une manière un peu confidentielle, et que aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a eu un retrait à l'Assemblée nationale d'une résolution. Sans doute, mais on peut se méfier parce que le gouvernement algérien nous a habitués à ne pas prendre de... Je dirais, c'est pas un État qui, dans les relations diplomatiques, est courtois. Il est plutôt cynique et donc il faut être très prudent. Mais personnellement, nous avons organisé aussi à Maisons-Laffitte des expositions à la bibliothèque en faveur de ce grand écrivain francophone pris en otage par un État cynique. Oui, bah oui, mais pas grand-chose à dire. Et
Et j'avoue, comme je le répète depuis hier, que je pense que Vincent Hervouet, qui connaît assez bien l'Algérie, est assez pessimiste sur les possibilités de grâce. Oui, mais on a des moyens de pression, je dois dire. Mais qu'est-ce qu'on a attendu? Ça fait 200 jours qu'il est en prison. Depuis bien trop longtemps. La visite de Jean-Noël Barrot n'a rien changé sur place. Je suis certain qu'il y a des avoirs de la diaspora algérienne que l'on peut geler en France par mesure de répression, et on peut aussi remettre en cause certaines conditions de nos traités, certains retraités bilatéraux. Aujourd'hui, la population algérienne a des droits octroyés sur le territoire national. Je pense que l'on doit stopper, geler, arrêter ces avantages-là, c'est les avoirs aussi de la diaspora dans notre pays. Oui, de toute façon, on sera ridicule. Soit il y aura pas de grâce, la grâce n'interviendra pas et on sera ridicule. Soit il y a un des risques aussi, pour en avoir parlé avec des gens du comité de soutien, c'est qu'il soit relaxé, mais avec interdiction de quitter le territoire. Et ça, ce serait dramatique pour lui parce que sa sécurité ne serait absolument plus assurée. Mais moi, la coïncidence de l'incarcération de notre confrère, condamné pour 7 ans de prison, à mon avis, c'est pas une coïncidence. La diplomatie de Monsieur Tebboune, c'est la diplomatie des otages. Oui. C'est-à-dire que Boualem Sansal, espérons-le, je vais y croire, va être libéré le 5 juillet, à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie. D'ailleurs, pour moi, c'est l'humiliation jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faudra remercier en plus Monsieur Tebboune. Il y aura un communiqué du Quai d'Orsay qui remerciera le grand président Tebboune du haut de son socle de bien avoir voulu gracier Boualem Sansal. Mais en attendant, ils auront un deuxième otage. Pour moi, c'est pas un prisonnier, vous voyez. Christophe Glaise, c'est pas un prisonnier, c'est un otage. Donc en fait, ils auront un nouveau moyen de pression au cas où la libération de Boualem Sansal provoquerait enfin du côté de la France des mesures fortes à l'endroit du gouvernement algérien, notamment tous ces gens qui viennent se faire soigner en France, etc., etc. Eh bien, on le fera pas une nouvelle fois parce qu'on aura encore, et sans doute pour longtemps, Christophe Glaise, prisonnier des geôles algériennes. C'est ça la réalité. Ouais, ça faisait 1 an qu'il était assigné à résidence en Algérie sans que l'information ne soit sortie. Oui, alors j'ai entendu quelque chose qui m'a surpris, que j'ai essayé de vérifier parce que je l'ai entendu sur une radio du service public, c'est que le patron de presse pour lequel travaillait Christophe Glaise, explique que pendant 1 semaine, il était à l'ambassade de France. Et qu'on l'a remis ensuite aux autorités algériennes. Ah, ça je l'ignorais. Effectivement, c'est plutôt étrange. Il aurait pu être, il aurait pu rester sur le sol français, ce qui est le cas d'une ambassade. Ouais. Non, faut rester mobilisé et lire Samsal comme le demande, comme le préconise David Lisnard. Jacques Niard, coup de gueule. Oui, c'est un coup de gueule, mais pour bien comprendre, c'est pas un coup de gueule, je dirais, sur la nécessité d'avoir une Union européenne qui organise les coopérations. Mais en revanche, on constate depuis un sens certain qu'il y a une forte dérive. Et donc, je vais vous le dire, il n'y a aucune solution à la dette française dans le cadre des traités de l'Union européenne. On constate dans les relations avec les États-Unis qu'aujourd'hui, selon les dernières informations, que la Commission accepte les 10% de droits de douane. Ça me rappelle le mot de Foch. Depuis que j'ai commandé une coalition, j'admire beaucoup moins Bonaparte. Ensuite, vous avez le Mercosur. Ensuite, vous avez la question du nucléaire sur laquelle l'Allemagne nous a contrés. Vous avez Ursula von der Leyen qui mène une politique ouvertement pro-allemande et pro-américaine à la tête. Vous avez aussi la question de la langue française qui est, je dirais, maltraitée à Bruxelles comme jamais. Quand vous allez à la Commission, les murs entiers ne parlent que globish. Vous avez ensuite, je dirais, la négation de la subsidiarité. Un peu, aujourd'hui, la Commission, c'est, je dirais, la fameuse phrase de Staline, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi est négociable. Et donc, on n'a pas de politique industrielle. Bref, on a une dérive de l'Union européenne et je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience. Aujourd'hui, je le dis franchement, l'Union européenne agit d'une manière contraire aux intérêts français et on continue de plus belle à croire que véritablement c'est l'histoire du monde qui est en train de s'écrire, etc. Voilà pourquoi je pousse un coup de gueule. L'Union européenne doit redevenir quelque chose de coopératif et non pas d'intégriste, une idéologie intégriste qui nous mène dans le mur.
Commentaire, Rémi? Oui, alors moi je suis pro-européen, mais je suis affligé par une décision que je viens d'apprendre. Vous savez que la filière viticole française, un peu partout, est en difficulté. Les aléas climatiques, le marché, la baisse de la consommation. Et l'Union européenne n'a rien trouvé de mieux que d'octroyer une aide de 15 millions d'euros à la filière sud-africaine. On apprend ça. Comment vous voulez que nous, élus derrière, on aille revoir nos vignerons en leur disant, vous inquiétez pas, l'Union européenne, elle vous défend, le pays vous défend. Enfin, il y a des incohérences à un moment. Voilà, il faut d'urgence remettre de l'ordre là-dedans parce que c'est incompréhensible et franchement, à mon avis, c'est tout ce qu'il faut pour faire détester l'Europe auprès de nos concitoyens, quoi. Et je rappelle ce que nous disait, vous parliez de la filière viticole Yves Damécourt, je pense qu'il faut le dire et le répéter. Il nous expliquait qu'il y avait un gros marché du vin qui se développait en Afrique. Donc lui, il est viticulteur dans le sud-ouest, donc il a fait des palettes. Ces palettes, elles sont parties en camion à Hambourg, parce que les ports français sont incapables d'envoyer, ils ne sont plus équipés suffisamment de porte-containers, donc les porte-containers partent tous des ports allemands ou des ports du nord de l'Europe. Et donc, ça, on nous emmerde, avec les ZFE, on fait circuler des camions pour aller envoyer des palettes qui vont redescendre. Enfin, on marche sur la tête. Prenez aussi l'abattage des porcs, qui sont, je dirais, envoyés en Allemagne pour être abattus et ensuite revenir. Ouais, enfin bref. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va parler de la canicule. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons père. Et nous continuons de commenter l'actualité. Signaler tout de même, j'aurais dû le faire après votre coup de gueule sur Boualem Sansal. En Turquie, c'est plutôt inquiétant. Les autorités ont interpellé et arrêté le rédacteur en chef, les 2 rédacteurs en chef de l'un des principaux magazines satiriques, ainsi que des dessinateurs. Et il y a eu des manifestations devant ce journal avec des individus qui portaient certains drapeaux qui pouvaient ressembler à ceux de Daesh et qui criaient entre autres slogans « N'oubliez pas ce qui est arrivé à Charlie Hebdo ». Donc voilà, c'est en Turquie, c'est à Istanbul. Et donc le dernier journal satirique est vraisemblablement en train de disparaître. Thomas, on a fait on a fait Jacques Miard, maintenant c'est Eric. Oui. Je voulais vous parler de la canicule. Oui. Même si on commence, on en a un peu marre. On a un peu marre, oui, parce qu'il a fait chaud, mais on en a un peu marre d'en parler. Non, je voulais vous parler de la canicule, parce que vous citiez cet article de Libé tout à l'heure qui considère, vous avez été gentille, que la clim est de droite. Non, ça va même plus loin que ça. C'est quand vous parlez de clim, on vous traite d'extrême droite. Vous voyez, c'est encore mieux. C'est-à-dire que, bon. Mais j'écoute nos amis écologistes qui nous expliquent que la clim, ça pollue et qu'il faut mettre en place de la végétalisation. Alors moi, je suis pas contre la végétalisation, mais si vous voulez, la végétalisation est à l'accroissement de la canicule pour les années qui viennent ce que les énergies renouvelables sont au nucléaire. C'est-à-dire, c'est un supplétif. C'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Mais en fait, on a besoin, dans ce pays comme dans d'autres, d'un plan Marshall pour nos écoles, pour les nouveaux bâtiments, plutôt que nous emmerder avec des normes DPE et autres. Proposons aux promoteurs d'inclure, pourquoi pas, oui, de la clim. Je suis sûr qu'on trouvera une technologie qui permettra d'être moins polluant, etc. Mais il y a plein de pays, si vous voulez, où on a la clim. Nous, on nous bassine matin, midi et soir pour nous dire en 2100, vous aurez plus machin, il fera 60 degrés, etc. Et on va refuser aux Français ou aux équipements publics ou aux écoles d'avoir de la climatisation. Je trouve ça ridicule. Ouais. Quant à nos confrères de Libération qui considèrent que être pro-clim, c'est être pro-extrême droite, je me dis qu'ils sont vraiment en perdition politique, parce que avoir juste cet argument à opposer, quel que soit le sujet d'ailleurs, si vous ne pensez pas comme l'extrême gauche, vous êtes l'extrême droite, écoutez, ça veut dire qu'ils sont à court d'arguments et que les nouveaux réactionnaires, ce sont les gens de gauche, les néo-réactionnaires, ce sont les gens de gauche, parce qu'en fait, le seul argument qu'on vous oppose, c'est celui-ci. Alors je dis pas, je prends pas position pour la déclaration de Marine Le Pen, je vous dis simplement qu'il faut maintenant structurellement combattre dans les nouvelles constructions pour nos écoles. Et je vais vous dire, ça aurait un effet bénéfique, puisqu'on cherche des relais de croissance aujourd'hui. Ça pourrait relancer le BTP, vous voyez, plutôt que mettre de l'argent public dans des agences qui ne servent à rien.
Eh bien, investissons dans l'avenir de nos enfants ou de nos services publics. Le tweet de Rafik Smati, qu'on connaît bien ici, je reviens des États-Unis où 90% des logements et des bureaux ont la climatisation et où la technologie est une promesse d'avenir. J'arrive en France où le sujet numéro 1 du débat public porte sur la moralité de la climatisation et les vertus de la décroissance lunaire. Et j'ai vu des chiffres sur la pollution entre guillemets de la climatisation, c'est n'importe quoi. Enfin, visiblement, il n'y a pas ce que nous dit un auditeur. C'est fou que ceux qui disent que la clim n'est pas bien ne connaissent pas les principes fondamentaux de la physique et de la thermodynamique. Effectivement, c'est de l'air qui est pris et rejeté. Thomas, je suis d'accord avec ce que dit Eric, mais pour lancer de grands plans nationaux, il faut des finances. Et l'État, il y a quelques années, avait lancé le fonds vert qui visait à aider les collectivités, les entreprises à engager une rénovation des bâtiments. Malheureusement, ce fonds vert décroît d'année en année parce que de ses ambitions et que l'État n'a pas les moyens aussi de faire face à des bouleversements tels que décrits par Eric, qui vont nécessiter un changement majeur de l'ensemble des bâtiments publics, sans compter l'habitat privé. Et donc, pour avoir aussi les moyens de ces ambitions-là, il va falloir aussi que les réformes structurelles d'économie soient engagées pour pouvoir justement faire face aux bouleversements qui seront devant nous, sans compter les crises. Moi, la semaine dernière, un orage d'une violence inouïe s'est abattu sur la région de Bernay. L'église de Valaï, je me suis rendu sur place, s'est effondrée littéralement, et la totalité des vitres de la mairie et de l'abbatiale de Bernay ont explosé sous le feu des grêles qui étaient de vent d'ouest. Non, mais le sujet, c'est la consommation d'énergie, c'est la rénovation de nos bâtiments et c'est l'isolation thermique de nos bâtiments. Ma prime rénov', il y avait peut-être des abus, mais on l'a fait, enfin on la suspend au pire des moments. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'encourager des particuliers à rénover leur bâtiment et leur logement. Il y a un point positif et d'optimisme, c'est que tous nos nouveaux bâtiments, dans nos départements par exemple, dès qu'on construit une nouvelle école, un nouveau collège, un nouvel EHPAD, évidemment qu'on travaille sur la rénovation thermique et que nos nouveaux bâtiments sont bien mieux isolés, et heureusement, que ceux qu'on a construits il y a 40 ou 50 ans. Mais la question, c'est ceux qui ont été construits il y a 40 ou 50 ans et qu'il faut aujourd'hui rénover. Là, il faut qu'on emploie des moyens, parce que sinon, je pense notamment à nos personnes âgées, à nos collégiens. Là, chez nous, un diagnostic des vulnérabilités dans le Lot, on sait que dans 25 ans, si on laisse en état ces bâtiments-là, eh bien, on mettra en danger nos enfants ou nos aînés. Un auditeur me dit « Nous sommes très heureux d'apprendre que la rédaction de Libé n'a pas la climatisation en accord avec leurs convictions. » Je connais certains écolos, très écolos, qui... ils ont la clim. Mais je ne sais pas si vous avez vu juste hier, il y avait une interview de François Bayrou in situ dans un centre de sécurité avec clim, Agnès Pannier-Runacher et juste au-dessus de leur tête, il y avait une climatisation qui devait leur permettre de continuer à parler. Non, ça va. Jacques Miard. Oui, il y a plusieurs choses. Moi, personnellement, dans mon bureau là d'où je vous parle, je n'ai pas la clim. Et je m'en porte très bien. Bon, ce qui est certain, mais dans un certain nombre de bureaux, et notamment les crèches de Maison Lafitte, il y a la clim pour, je dirais, notamment dans les dortoirs des enfants. Cela étant, quand vous regardez l'histoire bien évidemment, des canicules, vous apercevez qu'en 1947, il faisait plus de 40. Et que tout le monde a oublié ça. Donc ce sont des cycles. Et je suis d'accord pour dire que, bien évidemment, les nouveaux bâtiments pourraient être mieux isolés et produire eux-mêmes des rafraîchissements que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Mais la seule vérité, c'est qu'il faut éviter de traiter l'autre d'extrême droite, parce que ça, c'est, je dirais, l'incapacité à concevoir. Et ceux qui traitent les autres d'extrême droite sous prétexte qu'ils sont pour la clim, et eux, ils sont dans l'extrême connerie et l'extrême imbécilité. Mais Jacques, oui, on a eu l'autre jour un météorologue qui nous donnait des chiffres totalement implacables. Oui, on a eu des épisodes de canicule. Sauf que là, c'est... tout le monde dit oui, 76, sauf que là, c'est 2010, 2012, 2013, 2014, 2015. Oui, attendez, c'est comme les tempêtes, c'est comme les cyclones. Ça se terminera. Non. Ce sont des cycles, qu'on le veuille ou non. Non, arrête, c'est pas vrai. Non, vous avez les chiffres sur la répétition des épisodes de chaleur extrême qui ne sont pas les mêmes, qui sont à répétition, ce qui n'était pas le cas. Tout simplement parce qu'on est dans un cycle, effectivement, de dérèglement climatique. Rien ne vous dit que nous n'aurons pas derrière autre chose. C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire. Mais la montée des eaux, l'érosion, ce sont des choses vraies, Jacques, voyons. Oui, enfin bon. Vous verrez, on prend les paris.
On prend les paris. On marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Valérie Expert. Alors, on est de retour avec vous dans le studio de Sud Radio. Alors, on a beaucoup de sujets. Peut-être les retraités les plus aisés doivent-ils contribuer plus? Eric, comme vous êtes là ce matin, vous êtes un grand spécialiste en économie. Est-ce que ça a un sens? C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui émet cette idée, encore taxée, encore des impôts, toujours plus. J'ai écouté avec beaucoup de bonheur l'interview de Amélie de Montchalin ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin, la ministre du Budget, qui expliquait qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts globale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Bon, moi sur la question des retraités, je vais être très net. Taxer les retraités. Alors, vous pouvez désindexer, par exemple, l'augmentation des pensions de l'inflation. Bon, c'est une perte de pouvoir d'achat, mais c'est pas un impôt supplémentaire. Après, si vous taxez les retraites, il y a quand même un vrai sujet. Ou si vous diminuez le niveau des pensions, ce qui serait à mon avis apocalyptique pour le gouvernement et sans doute un ferment puissant pour mettre beaucoup de gens dans la rue. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est que les retraités, quel que soit leur niveau de retraite, il y a aussi des retraités qui ont des petites retraites, mais ils ont cotisé pour avoir ce niveau de retraite. Donc, les taxer a posteriori sur un montant de retraite qu'ils ont mis toute leur vie professionnelle à accumuler, puisqu'on parle souvent de justice sociale dans ce pays, les retraités ont le droit aussi à une justice sociale, quel que soit leur niveau de retraite. Bon, elle a écarté, Amélie de Montchalin, une hausse de la TVA. Bon, l'année blanche, ça peut être une solution. L'année blanche, c'est justement, mécaniquement, ne pas répercuter l'augmentation de l'inflation sur les budgets et sur les prestations sociales. Bon, ça a été calculé, on prévoit un taux d'inflation de 1,4% pour l'année prochaine. Ça veut dire que si mécaniquement vous faites une année blanche et que vous ne répercutez pas l'inflation sur le niveau des budgets en question, vous économisez entre 20 et 24 milliards d'euros. Mais attention, ça ne résout aucun de nos problèmes. Non. Ça, c'est une année blanche pour un coup, mais derrière, il faut bien réformer. Alors, elle a aussi annoncé la fusion, la disparition des fameuses agences publiques qui coûtent un pognon de dingue, comme disait Macron. Bon, on va attendre. C'est à la mi-juillet que François Bayrou rendra sa copie. Mais je crains que ça ne suffise pas, et pour résoudre notre problème actuel, et surtout pour assurer la survie politique du Premier ministre. Jacques Méard, je vous vois lever le doigt. Alors, c'est assez simple, je suis tout à fait d'accord avec Eric, mais il y a un autre problème, c'est que si c'est une année blanche, vous allez augmenter notamment le taux d'imposition de l'IRPP. Et donc, c'est une hausse, c'est un nouvel impôt indirect. Deuxièmement, il est évident que nous sommes dans un monde totalement ouvert. Et n'oubliez pas que s'il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop raide en France, ils prendront leur capital et ils foutent le camp à l'étranger. Donc c'est aussi simple que ça. Donc celles et ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut augmenter les impôts, comme on a entendu la présidente de l'Assemblée nationale, c'est qu'elle n'y connaît rien, je le dis et je le répète, en matière économique. Ça, c'est assez dramatique. Et il y a d'autres méthodes, bien évidemment, pour faire face notamment à la dette. Il y a des doublons. Il y a des réformes à faire dans le millefeuille territorial. C'est plus le millefeuille, c'est le 10 millefeuille territorial. Il y a beaucoup de doublons à supprimer. Quand vous songez qu'aujourd'hui, les régions d'Île-de-France entretiennent de véritables ambassades à Bruxelles, c'est stupéfiant. Je l'ai déjà dit à mon amie Valérie Pécresse, c'est inadmissible. Donc tout ça, effectivement, c'est possible. Et si vous voulez augmenter les impôts, bravo, vous aurez gagné la timbale, c'est-à-dire vous auriez véritablement une levée de bouclier. Oui, je crois que quand on parle d'impôts, évidemment, on est sur des sujets extrêmement sensibles. Et je crois qu'il faut vraiment distinguer l'imposition sur le travail de l'imposition sur le capital, et ensuite des revenus tirés du travail et des revenus du patrimoine. On a dans ce pays une concentration des richesses sur le patrimoine, qui aujourd'hui, la plus grosse inégalité, elle est sur les patrimoines, elle n'est pas sur les revenus du travail. Et c'est bien sur ces patrimoines qu'une réflexion doit être menée. Elle a été menée par l'économiste Zuckman. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu effectivement des besoins dont on vient de parler en rénovation énergétique ou autre, en matière de santé, d'éducation,
expropriation, etc. On a besoin d'aller chercher effectivement de la justice sociale du côté des plus hauts patrimoines, ce qui est absolument indolore. C'est quoi un haut patrimoine? C'est quoi un haut patrimoine? Là, on parle c'est 4 000 € selon François Hollande. Non, pas du tout. La taxe Zuckman, c'est pas du tout à partir de 4 000 €. Encore une fois, ce ne sont pas les revenus du travail, ce sont les patrimoines, les plus hauts patrimoines. Mais le patrimoine, c'est pas le revenu de votre travail. Non, mais le patrimoine, c'est pas le revenu de votre travail. Le patrimoine, c'est ce que vous avez accumulé par de l'investissement. Par votre travail. Par votre travail. Le remboursement des crédits immobiliers, on le paye avec son salaire. On le paye avec son salaire. À partir du moment où vous concentrez un patrimoine, il est normal, qui est très élevé. Mais vous avez déjà payé. Ça veut dire que par ailleurs, vous n'avez aucun problème pour votre retraite et vous n'avez aucun problème pour les revenus de votre existence. Non, mais juste un mot, pardonnez-moi. On parle de revenus exceptionnels, ces revenus du patrimoine. Juste un mot sur la taxe Zuckman. Moi, je comprends bien l'idée. Il ne faut pas que les impôts dont on est champion du monde en France ne reposent que sur le travail. Voilà. Bon. Mais pardonnez-moi, la taxe Zuckman, qui est une belle idée d'un économiste de gauche sur le papier, elle est infaisable en réalité. Parce que si tous les pays ne mettent pas en place cette taxe Zuckman dont vous parlez, en fait, les capitaux iront dans les pays où il n'y a pas de taxe Zuckman. Et comme il y a 0% de chance, c'est même pas une probabilité de 0,01. Donc l'idée est généreuse, mais comme souvent, à gauche, elle est infaisable en réalité. Oui. Donc la taxe Zuckman, vous pouvez dire, il faut la mettre en place. En fait, la plupart des pays ne la mettront pas. Et la pire des choses, je vais vous dire, si la gauche revenait au pouvoir, c'est que cette taxe soit mise en place en France. Parce que là, déjà, et Jacques Miard a raison, on a beaucoup de délocalisations en Belgique, en Suisse, de gens qui ont un peu d'argent et qui en ont marre de payer des impôts. Alors là, ce ne serait pas quelques personnes qui partiraient, ce serait la majorité des gens qui ont beaucoup d'argent. Et vous savez, je suis pas dupe, le ruissellement, il est pas immédiat, je suis d'accord. Mais les gens dont on parle, s'ils quittent la France, c'est aussi une partie du capital français qui part, et avec lui, les emplois. Oui. Donc la gauche est pour les emplois, donc méfiez-vous d'imposer à un seul pays comme le nôtre la taxe Zuckman, parce que là, vous allez vous en mordre les doigts. D'ailleurs, François Mitterrand avait fait une petite expérience, vous vous souvenez, programme de gauche de 1980 à 83. Après, il a arrêté les frais, et ça fait la fortune de qui ? Ça fait la fortune des banques d'affaires qui ont nationalisé grâce à François Mitterrand en 81 et qui ont privatisé les mêmes en 83. Je vous remercie d'évoquer. Que l'expérience soit une lanterne qui, accrochée dans le dos, sert à éclairer le chemin parcouru par la gauche. Je vous remercie d'évoquer l'hypothèse du retour de la gauche au pouvoir que je souhaite. Il y en a une expérience au pouvoir de la gauche plus récente avec François Hollande qui avait mis, je vous rappelle, en mise en place la taxe à 75% pendant 2 ans. Il l'avait fait de façon différente pour des raisons de droit, mais elle avait été mise en place. Les années qui ont suivi, on a eu les taux maximaux records d'investissement étrangers en France. Donc vous voyez, moi j'entends ces arguments et ils me préoccupent. Je voudrais surtout pas que des investisseurs quittent la France, mais on a vu à l'expérience du gouvernement Hollande qu'au contraire, malgré cette taxe, les investisseurs sont venus parce qu'on a créé d'autres conditions d'accueil des entreprises, notamment en baissant les impôts sur la production. Oui, Thomas. Oui, on est dans un blocage institutionnel. On est dans un blocage institutionnel majeur. Malheureusement, les groupes à l'Assemblée ne sont pas capables de travailler. Ils sont en vacances la semaine prochaine pour 2 mois. Et ils ne sont pas capables de travailler. L'année blanche et la désindexation, ça me paraît un indispensable, j'ai envie de dire, parce que sans réforme structurelle, on ne va jamais pouvoir trouver des économies. Je rappelle que nous avons un déficit qui dépasse les 150 milliards déficit budgétaire de la France. Et donc, nous sommes dans des petites mesures qui doivent nous permettre de tenir jusqu'à la prochaine élection présidentielle, qui, je l'espère, amènera une nouvelle majorité de droite, je l'espère en tout cas, avec un projet de réforme structurelle majeure. Mais tant que nous n'avons pas un bouleversement politique français, nous sommes obligés, et François Bayrou va proposer des petites mesurettes. Il ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de majorité. Donc, qu'est-ce qu'il fasse ? Oui, Jacques Miard. Oui, alors, il faut, je dirais, remettre un peu les pendules à l'heure sur soi-disant ces investissements qui se font en France. Il y a une étude qui avait été faite il y a déjà quelques années et qui montre qu'en réalité, que si la France reçoit des capitaux, elle en exporte encore davantage. Et donc c'est ça le problème. C'est parce que nous sommes dans un monde ouvert et donc si vous vous amusez à taxer de cette manière, eh bien les capitaux foutront le camp et vous aurez une baisse d'activité en France. Car ce qui manque le plus à la France, ce sont les investissements.
Et donc aujourd'hui, vous allez organiser, je dirais, c'est comme sur les réformes de la retraite, où le CNOR a parfaitement dit que si vous augmentez les cotisations, vous allez porter atteinte au pouvoir d'achat. Donc le problème n'est pas de porter au pouvoir d'achat ni aux investissements, mais de regarder la réalité en face et de taper dans des réformes de structure. Il y en a beaucoup à faire dans le 10 000 feuilles territorial. Ouais. Je voudrais qu'on parle de Betterham. Donc, François Bayrou a réfuté hier avec véhémence et violence les accusations de la commission d'enquête qui portait sur les violences en milieu scolaire. Cette commission d'enquête a pointé un défaut d'action de sa part en évoquant le fait qu'il a laissé perdurer dans l'établissement catholique Notre-Dame de Betterham des violences. Je pense qu'on ne s'attendait pas tellement à autre chose de cette commission d'enquête. Néanmoins, elle a été faite, elle a eu le mérite d'exister. Eric, ça vous évoque oui, quoi? Alors, si vous voulez, oui, elle a eu le mérite d'exister. Moi, j'ai eu l'impression, en entendant le président Paul Vanier, qui est éléphiste, qui est un éléphiste dur, si tant est qu'on puisse être plus dur. Oui, ça. Moi, j'ai quand même eu l'impression, si vous voulez, que c'était un procès politique, en fait. C'était un procès politique. Moi, j'aurais aimé un grand débat. Alors, le Premier ministre, entendu, ça me va très bien, mais pas qu'on ait l'impression, si vous voulez, que le but de la manœuvre, c'est pas tellement de trouver une solution ou des solutions à la violence en milieu scolaire, mais c'est d'enfoncer le Premier ministre pour qu'il démissionne. En fait, c'était ça. C'est une enquête, c'est pas une table ronde sur les violences scolaires. C'est de trouver les responsabilités des uns et des autres. Très bien. Mais si vous voulez, quand même. Moi, j'ai trouvé, attendez, dans la façon dont il était interrogé, qu'il était devant c'était un procès stalinien, c'était un tribunal populaire, oui. Et c'est un peu le principe des commissions d'enquête du Parlement. À chaque fois, quand ça a été, souvenez-vous des auditions de CNews sur la commission audiovisuelle, il y a toujours ce petit côté. Mais vous voyez, par exemple, quand Bernard Arnault, le président de LVMH, est passé dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat, il a traité ça avec distance et humour. Moi, j'ai beaucoup aimé quand il charge le Monde pour son biais idéologique et qui dit la seule chose qui fait que j'achète le Monde, c'est que je fais des mots croisés. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Mais ce qui ressort de cette commission d'enquête, c'est qu'il a été informé qu'il avait les moyens d'engager quand il était ministre de l'Éducation et que effectivement, il y a aussi ce dossier de cette inspection qui avait donné lieu à un rapport assez élogieux. Donc il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements. On peut être d'accord sur la violence qu'on a pu percevoir lors de cette commission d'enquête. Néanmoins, il y a des choses qui interrogent. Oui, au-delà du cas de François Bayrou, effectivement, ces différentes versions posent à un moment donné un problème, mais je ne veux pas m'attarder sur ça. Moi, on est saisi d'effroi quand on voit le résultat de cette enquête. Bien sûr. D'abord par la nature de ce qu'on trouve, c'est-à-dire c'est pas simplement des violences morales, physiques, ce qui est déjà très grave, des violences sexuelles et de la torture, des actes de torture dans nos établissements. On est saisi d'effroi par l'ampleur. C'est pas juste Betterham. On a des centaines d'établissements qui sont concernés. On est saisi d'effroi par les défaillances de l'État, vous le disiez. D'abord les gendarmes, qui ont quand même ramené des gamins qui ont fugué à l'établissement plusieurs fois, sans se dire quand même qu'il y a peut-être un sujet. Les défaillances de l'éducation nationale, vous l'avez dit, ce rapport bâclé en un week-end qui finalement blanchit Betterham, c'est quand même un dysfonctionnement majeur. Et puis la justice qui ne fait pas le lien. Dont il ne lit que l'introduction et la conclusion. Et la justice qui ne fait pas le lien entre plusieurs plaintes déposées au cours de décennies. Donc c'est ça quand même qui est frappant, moi je trouve, pour finir, c'est qu'il y a une multiplication de défaillances qui sont pointées par ce rapport qui devrait encore plus nous interroger que le cas de François Bayrou. C'est à mon avis l'échec de cette commission d'enquête. C'est l'échec de cette commission d'enquête. Et ici même, Madame Braun-Pivet était venue, on lui avait posé la question dans Les Vraies Voix. C'est que si vous voulez traiter sur le fond un sujet majeur, qui est la violence dans le milieu scolaire au sens large, là, on avait l'impression que tout était ciblé sur François Bayrou et Betterham, et j'ajoute, tout était ciblé sur l'enseignement privé. C'est-à-dire Paul Vanier, à mon avis, son but, c'était de dire haro sur l'enseignement privé et sur François Bayrou. Moi, c'est pas ça que j'attendais. Vous voyez, de manière apaisée. On a besoin de débats apaisés dans ce pays. Eh bien, qu'on aborde le sujet de la violence scolaire, ça m'irait, et qu'on essaie de trouver des solutions. Il y a 50 propositions dans ce rapport. Très bien, mais moi j'ai regardé dans le détail cette audition de François Bayrou, mais attendez, je suis pas pour respecter au-delà, mais ça fait partie aussi de l'effondrement de l'autorité. Vous savez, quand on traite de cette manière, verbalement, on peut dire des choses au Premier ministre.
mais on le traite pas comme si c'était le dernier des laquais. Pardonnez-moi. Faut pas réduire l'enquête. Valérie, alors Thomas, je voudrais revenir Alexander. sur ce qui a été évoqué dans le rapport qui touche au contrôle et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de contrôle des établissements. Je pense que c'est un point majeur mis à l'honneur de ce rapport. Et je voudrais aussi parler des établissements sous contrat. Nous avons vu à Marseille que des établissements sous contrat, parfois qui s'apparentent à la communauté musulmane sur la communauté de Marseille. Je pense que nous avons là aussi un sujet pour les années à venir, de ne pas contrôler ce qui se passe dans les établissements publics ou privés sous contrat. Et je pense que c'est aussi un point d'alerte que les autorités académiques n'engagent pas suffisamment de contrôle, qu'on puisse parler des établissements privés, pourquoi pas, mais également des établissements sous contrat. Et je pense que c'est une alerte pour les années, les générations qui viennent. On marque une petite pause. Je vous donnerai la parole, Jacques Miard, dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, ben écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Oui, de retour, et on parlait de Betaram. Jacques Miard, on ne vous a pas entendu sur le sujet, sur la commission d'enquête. Ce qu'a dit Eric était frappé au coin du bon sens. C'est-à-dire qu'on a un côté vindicatif à l'égard du Premier ministre pour le mettre en difficulté, et la commission d'enquête vous laisse faire le Premier ministre. C'était voulu. Maintenant, sur le fond, eh bien, il y a un réel problème, puisqu'il faut être extrêmement vigilant, et que malheureusement, l'éducation nationale, les contrôles ne sont pas suffisants, et qu'on apprend ça 20 ans après. C'est inadmissible. Ouais. Donc, il faut être très vigilant, il faut prendre ça au sérieux, et il faut distinguer l'instrumentalisation politique voulue par un président LFI du fond de l'affaire, qui, lui, est d'une autre nature et nous interpelle tous. Ouais. Quelques mots sur la rencontre, le dialogue Poutine-Macron. Enfin, oui, vous dites enfin, Jacques Miard ? Mais bien sûr, parce que, bon... Alors, comment vous l'expliquez ? Il y a eu une longue interruption. C'est très simple. Alors ça, je vais tout à fait... Bon, premièrement, c'est une affaire du Conseil de sécurité pour regarder le problème de l'Iran. Moi, je me souviens, lors d'un voyage à Moscou, j'ai eu des hauts placés dans l'appareil d'État qui disaient « Jamais l'Iran ne doit avoir la bombe ». Et comme il y a eu un renversement d'alliance, ils ont laissé filer. Mais sur le fond, à mon avis, les soviétiques, appelons comme ça, sont hostiles, bien évidemment, à cette prolifération nucléaire. Mais en dehors de ça, ce qui est certain, c'est que j'espère qu'un jour, il y aura des experts, des historiens qui se pencheront sur la question Ukraine-Russie, qui n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut avoir un peu de mémoire et savoir que, notamment, il faut lire Georges Kennan, qui était un ambassadeur anti-stalinien et qui a dit très clairement en 98 dans Foreign Affairs, continuez comme ça, on va à la catastrophe, vous les Américains. Donc c'est pas aussi simple que ça. Je vois Rémi qui sourit, non? Vous n'avez pas de... Non, bien sûr, parce que ce sont les béni-oui-oui des médias vendus. Oh, Eric, si vous voulez, 2 heures, 2 heures d'entretien. Je trouve que c'est une bonne nouvelle dans le sens où la France, via le président de la République, donne l'impression de revenir dans le jeu diplomatique. Jacques Miard a tout à fait raison. La Russie ne veut pas que l'Iran ait une arme nucléaire. Ça, c'est très clair. Maintenant, Emmanuel Macron, son poids politique jusqu'à présent, il est aussi lourd qu'une plume qui vole au vent. Donc, si vous voulez, c'est un peu léger. Alors, c'est important pour la France, pour le président de la République. Je pense que Vladimir Poutine a été très impressionné aussi par l'unanimité autour de Trump, quand même, qui est l'homme le plus puissant du monde lors du dernier sommet de l'OTAN, et que ça doit faire réfléchir aussi Poutine. Et puis pour conclure, je dirais, j'espère que Emmanuel Macron ne fera pas comme il avait fait il y a 3 ans lors de son entretien dans son bureau par vidéo interposée avec Poutine, qu'il ne mettra pas la vidéo de son entretien sur les réseaux sociaux. Vous voyez, voilà. Et d'autres le feront pour lui. C'est un amateur en diplomatie, on le sait bien. On ne peut pas dire que notre diplomatie soit au top, Thomas. Mais parce qu'il l'a flingué. Non, mais c'est Macron qui a flingué la diplomatie française. Il faut appeler un chat un chat.
Si on prend la parole de la France ces dernières semaines, on a du mal à s'y retrouver. Parce qu'entre le dossier iranien, la reconnaissance de l'État de Palestine... La flottille, flottille de Rima Hassan, avec l'inquiétude de Jean-Noël Barrot. Tout à fait. Carucci a été très bon au Sénat il y a quelques jours, en rappelant à Jean-Noël Barrot que la condition de la reconnaissance de l'État de Palestine passait par des conditions qui avaient été elles-mêmes dressées par l'État français, et que ces conditions n'étaient toujours absolument pas respectées, qui étaient notamment la libération de tous les otages et l'accord des pays arabes limitrophes, qui ne sont pas tous forcément en soutien de la France sur ce sujet-là. Donc je pense que la France, soit elle prend des positions claires, soit elle arrête de parler à tout va. On se souvient de la scène au G7 où le président Macron annonce que Donald Trump va négocier un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran pour que derrière, M. Trump dise le contraire et réduise les propos du président Macron et envoie des missiles toucher les infrastructures nucléaires en Iran. Oui. Il nous reste quelques minutes pour parler donc d'une autre rencontre, celle de Jordan Bardella avec Nicolas Sarkozy. Là aussi, rencontre qui vous dit quoi, Rémi Branco, à vous? J'aimerais savoir qui l'a sollicité d'abord. Nicolas Sarkozy, oui, c'est ce qu'il se dit. Écoutez, moi j'ai du mal à suivre l'ancien président qui a d'abord trahi sa famille en soutenant Emmanuel Macron, puis retrahi sa famille en allant chercher Jordan Bardella. En tout cas, ça veut dire que des alliances se préparent à droite pour les prochaines échéances, et ça, je pense que c'est une surprise pour personne. Je pense que Nicolas Sarkozy, il est plus vraiment dans le jeu, quoi. Enfin, pour avoir discuté avec des LR hier, il disait mais qui nous foutent la paix, quoi. Il y a un moment, ils sont en train de se recomposer, ils sont en train de reconstituer un petit peu leur parti. Et on a Nicolas Sarkozy, c'est devenu un salon où l'on cause. C'est comme au XVIIIe siècle où on faisait salon. Malheureusement, j'ai beaucoup de sympathie pour le président Sarkozy, mais ce bal ininterrompu de rendez-vous et d'audience et de photos dans son bureau. Il a été dit, le rendez-vous n'avait aucun sens politique. Il s'agissait d'un moment humain très cordial, caractériel, comme dirait Delogu, lors duquel deux personnalités ont parlé de la France, pour sa part fait savoir l'entourage de Nicolas Sarkozy. Oui, alors c'est exactement ce qui a été dit. Sauf qu'il y a des tas de gens qui vont déjeuner à l'Élysée, qui vont déjeuner chez Nicolas Sarkozy, et ça ne sort pas dans la presse. Oui, alors en général, quand l'ex-président de la République reçoit quelqu'un, ça sort assez vite, ou parce que la personne est contente d'être sur la photo avec le chef de l'État rue de Miromesnil à Paris, ou parce que c'est un invité politique de premier plan. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy continue de peser, parce que c'est le dernier président de la République de droite assumé à avoir été élu. Et je pense que même s'il est dit qu'il ne faut n'y voir aucun signe politique, aucun message politique, je pense exactement le contraire. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, en recevant Jordan Bardella, donne le sentiment qu'une union des droites est possible. Droite nationale, ce que la gauche appelle l'extrême droite, les LR, etc. Alors peut-être que ça va contrecarrer les plans de M. Retailleau, c'est possible. Mais je pense que le signal politique est très fort. Est-ce qu'on imagine Jacques Chirac, n'étant plus président de la République, recevant Jean-Marie Le Pen? Bien sûr que non. Non. Jacques Miard? Écoutez, on peut effectivement se poser la question. Moi, je ne vais pas charger la barque de Nicolas Sarkozy, parce qu'on a été tous à un moment ou un autre sarkozystes. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas certain que à ce stade, ça soit très opportun. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je n'en dirai pas davantage, car il ne s'agit pas, je dirais, d'alimenter encore une polémique qui, à mon avis, de la part d'un président c'est pas neutre quand même. C'est pas une polémique pour une polémique. C'est certainement pas neutre. Mais à mon avis, entre pas neutre et c'est certainement voulu dans sa tête, il n'en demeure pas moins. Est-ce que c'est aujourd'hui opportun? C'est vrai que Jordan Bardella est monté au créneau lorsqu'on a retiré la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy pour tous les cas. C'est vrai que dans son livre, il dit, il fait des compliments sur Nicolas Sarkozy. Il a été une inspiration pour lui. Mais ça suffit pas pour qu'un ex-chef de l'État reçoive. C'est à regretter, parce que le président Sarkozy, qui a toujours valorisé la notion de travail, on peut pas dire que Jordan Bardella est l'exemple même
du travail, ni par sa carrière professionnelle, ni par son plan d'études. Ouais, enfin, je pense que ça n'a rien à voir. Non, le boulot dans cette affaire n'a rien à voir. Non. Je pense que Jacques, vous avez travaillé dans votre vie beaucoup plus que bon nombre de cadres du RN aujourd'hui sur le devant de la scène. J'entends bien, mais j'en fais pas une gloriole non plus. Allez, merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.